Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 11. Le boyau n'était pas très large ni très haut, et je parvenais tout juste à m'y tenir accroupi. Impossible de sortir mon épée, et quand bien même je l'aurais pu, je n'aurais jamais eu l'espace nécessaire pour l'utiliser. J'espérais donc ne pas faire de mauvaises rencontres dans cette partie de la grotte, et je commençais à avancer doucement, à la manière d'un canard. Heureusement, la lumière qui provenait de l'autre bout du boyau était suffisamment forte pour que je puisse voir sans trop de peine ce qui m'entourait. Bientôt, je débouchais dans une cavité plus grande où je me tenais facilement debout. Je me retrouvais dans une sorte de petite pièce, presque carrée, éclairée par des torches fixées à plusieurs endroits du mur. Il y avait au sol une mauvaise paillasse en foin, et sur un mur était gravée une croix. À l'opposé se trouvait un coffre en bois. Au moment où je m'approchais de ce dernier pour en examiner le contenu, j'entendis des cris venir du boyau par lequel j'étais arrivé. Sans hésiter, je rebroussai chemin pour rejoindre mes camarades et savoir ce qui se passait. Comme j'arrivais à l'extrémité du conduit, je décidai de jouer la prudence, et avant de me jeter dans le vide, je tentai de jeter un petit coup d'œil discret. Les torches étaient rallumées, et je pus sans peine évaluer la situation. Le démon que nous traquions était là en bas, toujours avec son regard fou. Il était cerné par les miens, mais ces derniers ne passaient pas à l'attaque, car je ne sais comment notre poids était parvenu à s'emparer du petit Charles, qui faisait partie de l'expédition, et tenait tout le monde en respect en pointant son couteau sous la gorge du blondinet. Je ne sais pas comment on en était arrivé là, mais le démon était à l'opposé de la sortie, acculé à la paroi. Lentement, restant collé au mur, il avait commencé à se déplacer légèrement sur la droite. Il avait visiblement l'intention de faire tout le tour de la cavité pour pouvoir s'échapper par là où nous étions arrivés. Ne fais pas d'imbécile, tu n'as aucune chance. L'interpella Gaynor. Il eut un grognement pour toute réponse et poursuivit lentement son avancée en travers la sortie. Il n'allait pas tarder à se retrouver juste sous l'entrée du boyau où je me trouvais. J'avais dès lors deux possibilités. Ne pas réagir en espérant qu'il finisse par s'enfuir sans blesser mon camarade, ou profiter de l'effet de surprise, lui tomber dessus au risque que petit Charles soit blessé dans l'action. Rapidement, je choisissais la seconde option. Au moment opportun, je m'élançai du boyau et je tombai sur le vieux fou. Sous la surprise, ce dernier perdit l'équilibre et petit Charles en profita pour se dégager et s'enfuir. Le démon parut reprendre rapidement ses esprits et sans demander son reste, traversa le court espace qui le séparait encore de la sortie. Nous eûmes beau tous essayer de l'en empêcher, il nous échappa sans grande difficulté.
nous élançâmes derrière lui, mais il semblait voler alors que nous paraissions ramper avec difficulté. Heureusement, nous arrivâmes là où la grotte s'élargissait, et il était toujours devant nous. Il s'engagea sans ralentir sur le petit chemin qui descendait le long de la falaise. Au vu du terrain, il aurait suffi d'un faux pas pour qu'il tombe, et pas de doute que cela lui aurait été fatal. Mais il ne fit pas de faux pas. Ce ne fut pas le cas de petit Charles qui avait pris la tête de la poursuite. Heureusement pour lui, il s'étala sur le chemin et sa perte d'équilibre n'eut pour conséquence que d'entraîner la chute de plusieurs de ses camarades et de ralentir tout le monde. Quand nous arrivâmes en bas du chemin, le vieux fou avait disparu dans la forêt. C'est à ce moment qu'Harold posa la question qui fâche. Où est passé Arnold? Le villageois avait profité du chahut pour s'enfuir. Gaynor entra dans une colère noire et éructa. « Je vais brûler leur putain de village, démonter les maisons pierre par pierre. » « Attends !» lui dis-je en lui posant la main sur l'épaule. « Allons déjà voir ce que j'ai trouvé de plus près. » Le coffre était posé là, dans la chambre, grand ouvert, et Gaynor, Claudius et moi restions devant, les yeux écarquillés, incapables d'avoir la moindre réaction. Dans la grotte, c'était la seule chose susceptible d'intérêt que nous avions trouvée. Mais il était fermé solidement, et faute de matériel, nous n'avions pu l'ouvrir sur place. Nous avions donc pris le parti de le ramener à la ferme. Il était tellement lourd qu'il avait été très difficile à transporter, et nous avions mis beaucoup de temps pour rentrer en se succédant régulièrement pour le porter. Thomas, qui avait eu une sorte de pressentiment, avait demandé à ce qu'on le monte dans la tour pour pouvoir l'ouvrir en toute discrétion et pas devant tous nos hommes. C'est incroyable à quel point la serrure s'était montrée résistante, et quand elle avait enfin cédé, quand le couvercle avait basculé et révélé le contenu du coffre, nous nous étions retrouvés paralysés. Combien de temps? Je ne sais pas exactement. Au final, c'est Harold qui avait réussi à parler en premier. Je n'ai jamais vu autant de pièces d'or de toute ma vie. Mais ce n'est pas possible. Avait ajouté Claudius. C'est un trompe-l'œil. Il ne peut pas y en avoir autant. Joignant le geste à la parole, il s'était approché du coffre et y avait plongé les mains. Pas de trompe-l'œil, pas de double fond, aucun subterfuge. Le coffre était bel et bien plein de pièces d'or. Le service en argent que nous avions trouvé tantôt nous permettait de vivre bien, mais cet or allait faire de nous de très riches seigneurs. « Bien sûr, nous partageons avec les autres. » Avait cru nécessaire de préciser Gaynor. Mais pour l'instant, afin d'éviter tout débordement, je vous propose de ne pas parler de cette découverte. On aura des questions, fis-je remarquer. Si c'est le cas, nous répondrons que le coffre n'avait que des objets sans valeur. Claudius paraissait circonspect. Pourquoi fais-tu preuve d'une telle prudence? Toute la troupe est déjà au courant pour le service en argent. Oui, je sais, justement. Et les réactions m'inquiètent déjà. J'ai noté une certaine suspicion chez certains d'entre nous. Regardez la réaction du petit Charles lorsque nous sommes revenus du brouillard. C'est comme s'il ne faisait plus confiance à nos dires, comme s'il pensait qu'on lui avait menti. Et s'ils viennent à découvrir ce que nous voulons leur cacher? Insista Claudius. Il n'y a pas de raison qu'ils le découvrent. Et de toute façon, dès que nous serons sortis de cet enfer, nous partagerons avec eux. Oui, mais si malgré ta belle assurance, ils venaient à l'apprendre avant que nous leur en parlions. Eh bien, nous aviserons. Nous aviserons. Comme j'étais resté silencieux, Gaynor me demanda mon avis. Je dois te l'avouer, le contenu de ce coffre et ce que pourraient penser nos compagnons, ce n'est pas ce qui m'interpelle le plus, confessai-je. Ah oui? Mais alors, qu'est-ce que tu as en tête? Trouvez-vous vraiment que ce vieillard que nous avons poursuivi ressemble à un démon? En tout cas, Ironisa Harold. il se défend comme un démon. Un démon qui se cache dans une grotte et dort sur une vieille paillasse de foin? Un démon qui s'attache aux biens matériels de ce monde en amassant une telle fortune? Gaynor, qui venait de m'écouter avec intérêt, me fit remarquer que le personnage correspondait tout à fait à celui qui avait été brûlé bien des années auparavant par les deux prêtres et le seigneur local.
Qu'en sais-tu lui demandai-je. Tu n'as que le témoignage d'Arnold pour faire ce rapprochement. Et s'il mentait? Thomas éclata de rire. As-tu vu à quel point elle était terrifiée? Je n'imagine pas une seconde qu'il aurait pu nous mentir. J'étais loin d'être convaincu par l'argumentation de Gaynor, et je restais préoccupé par l'évolution de la situation. Pour moi, une seule chose était certaine. Si nous voulions une explication, je n'avais qu'une piste exploitable, Louise. La seule qui avait su comment faire pour survivre dans le brouillard. Pour moi, il ne s'agissait ni de chance, ni d'un simple bon sens. Je fis part de me ressentir à Thomas, qui, après avoir un peu réfléchi, me dit « Très bien. Nous allons planquer le coffre pour le moment, et ensuite tu pourras, si tu le souhaites, t'occuper de la femme. Claudius et Harold se lanceront quant à eux à la recherche du vieux fou. Et de mon côté, je vais essayer de retrouver Arnold. » « Mais comment comptes-tu t'y prendre ?» Oh, je ne doute pas une seconde que les villageois pourront nous aider, de gré ou de... Non, pardon, de force ou de force. Il éclata de nouveau de rire et me tapa sur l'épaule. La demeure de Louise se trouvait juste en contrebas de la ferme fortifiée. Elle y habitait avec son mari, Rodrigue, un grand type brun, au visage buriné et à la pilosité débordante. Tous les deux formaient un couple improbable, aussi bien assorti qu'un lion et un ver de terre. Je ne me rendis pas seul chez la donzelle. Je savais que je ne serais pas forcément le bienvenu, et je ne voyais aucun intérêt à tenter le diable. 3 compagnons m'accompagnèrent. Je pris la peine de frapper à la porte, et quand elle s'ouvrit, je tombai sur le mari qui, en nous voyant, recula de 3 pas. Un peu abusivement, sans doute, je pris cela comme une invitation à entrer. Je poussai donc davantage le bâton et je pénétrai dans la bâtisse. Par réflexe, je jetai un coup d'œil circulaire pour jauger les lieux. Rien de particulier. Une petite pièce dont le seul mobilier était constitué d'une table, 2 bancs, un coffre, et, au fond, 3 paillasses sur lesquelles jouaient 2 enfants d'une dizaine d'années pour l'un et tout au plus 6 ans pour le second. De son côté, Rodrigue restait tétanisé. Il ne disait mot et ne bougeait pas un muscle. Je m'approchai de lui et, sans même le regarder en face, je lui demandai « Ta femme n'est pas là ?» Il prit le temps de déglutir pour me répondre non d'un simple geste de la tête. Négligemment, je crachai au sol, reniflai un coup et poursuivais. « Où est-elle ?»« Je ne sais pas, » me répondit mon interlocuteur d'une voix tremblotante. « Je croyais pourtant que nous avions été clairs, que personne ne devait quitter sa demeure. »« Elle n'en fait qu'à sa tête. »« Je vois. » Je m'éloignai de Rodrigue et m'approchai des 2 enfants qui, après notre intrusion, avaient arrêté de jouer pour suivre nos échanges avec inquiétude. Je m'asseyais entre eux et les prenais dans mes bras. « Ce sont tes fils ?» Rodrigue supplia et instinctivement fit 3 pas dans ma direction. Mes compagnons l'attrapèrent et l'empêchèrent de venir jusqu'à moi. « Ce sont tes fils ?» insistai-je. « Oui, je vous en supplie, ne leur faites rien. » J'eus un petit sourire sadique et je me mis à serrer fort les 2 enfants, très fort, jusqu'à ce que l'un d'eux commence à pleurer. « Arrêtez, je vous en supplie !» insista Rodrigue. « Où est ta femme ?» Je continuai à serrer les marmots, et le père désespéré tenta de se dégager, mais mes hommes ne le laissèrent pas faire. « Où est ta femme ?» D'accord. Peut-on reprocher à une mère de vouloir nourrir ses enfants? Certes non, et c'est bien ce dont voulut me convaincre Rodrigue avant de m'avouer où se trouvait sa femme. Elle s'était faufilée hors de la maison en toute discrétion pour se rendre jusqu'à la grange commune afin d'y prendre un peu de pain noir. Lorsque je fis remarquer au mari que la dite grange était surveillée, il se referma de nouveau comme une huître que l'on cherche à ouvrir avec un couteau. Heureusement, une nouvelle petite accolade à ces 2 bambins de ma part lui permit de redevenir plus collaboratif. Il y a un moyen d'entrer discrètement, sans que personne ne puisse le voir. Explique-moi.
puis pas dire que j'avais une confiance excessive dans les propos de Rodrigue, mais dès que je m'éloignais de sa demeure en suivant les indications qu'il m'avait données, je pus constater, au vu des traces de pas dans la neige, qu'effectivement, quelqu'un avait devancé peu de temps auparavant. Accompagnés de mes 3 acolytes, nous prîmes à droite du lavoir pour éviter le chemin et nous passâmes entre les murs de ce dernier et des petits buissons dépouillés. Encore une fois, nous vîmes que nous n'étions pas les premiers à nous compliquer ainsi la vie. Rodrigue semble nous avoir dit la vérité. Me glissa à l'oreille un de mes compagnons. J'opinai du chef, mais sans réelle conviction. Arrivé à l'angle du lavoir, je pus constater qu'il était facile depuis là de rejoindre le mur de la grange commune sans être vu de ceux qui pouvaient se trouver devant l'entrée, située pour sa part sur la façade sud. Estimant que nous avions joué assez à la cachette, je regagnai le chemin principal pour finir le trajet. Les 2 hommes qui montaient la garde devant la grange furent surpris de nous voir arriver. « Quelque chose ne va pas ?» demanda l'un d'eux. « Je ne sais pas, répondis-je. Ouvrez la porte que je vérifie. » Les gardes se regardèrent dubitatifs et s'exécutèrent sans poser d'autres questions. Les 2 battants de la vieille porte en bois grincèrent et laissèrent pénétrer la lumière dans la grange. Je fis signe aux autres d'entre là et j'entrai doucement dans l'édifice. Une odeur de paille, de vieux pain et de viande séchée, de fromage vint me caresser les narines. Tout était calme, pas un bruit, pas une ombre. Je me retournai vers mes compagnons, et ils restaient sur le qui-vive. « Louise, Louise, sors! Je sais que tu es là !» Le bruit d'un courant d'air sifflant entre les planches disjointes fut ma seule réponse. Et j'approchai du fond de la grange. La lumière peinait à venir jusque-là. « Apportez-moi une torche !» commandai-je. En baladant cette dernière le long du mur, je n'ai mis pas longtemps à trouver le passage dont m'avait parlé Rodrigue et qui permettait d'entrer dans la grange par le fond sans être vu. Je l'observais de près, mais rien ne permettait de savoir s'il avait été utilisé récemment. Je décidai donc de réitérer mon appel. « Louise, sois raisonnable, je sais que tu es là !» J'hésitais. « Ton mari nous l'a dit !» Le même courant d'air que tout à l'heure parut se moquer de moi, mais encore une fois, pas d'autre réponse. Je fis quelques pas dans la grange, je mis mes mains dans le dos et sur un don détaché, je renchérissais. « Tu as de beaux enfants, Louise. Je n'ai pas retenu leur nom, mais ils sont très beaux. Rappelle-moi leur prénom. » Je m'y attendais. Aucune réponse encore une fois. « Tu as raison. C'est mieux que je retourne chez toi et que je leur demande directement. » Et sans attendre, je me dirigeai vers la porte. Pendant 1 seconde, je crus que mon stratagème avait échoué. Puis une voix féminine m'interpella. « C'est bon, je suis là. » Je me retournai. Sortie de nulle part, elle était debout au milieu de la grange. Je ne pris même pas le temps de lui demander où il était caché, ni même le moindre compte sur sa présence ici. J'avais mieux à faire avec elle que de sévir pour le vol d'un peu de nourriture. Je lui demandai simplement de me suivre. Avant de quitter la grange, j'attrapai une grosse miche de pain noir et je la glissai sous mon manteau. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.